Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode 134. Protégeons ceux qui nous protègent. Santé psychologique, compétences émotionnelles et leadership dans le milieu policier avec Annie Gendron et Andréane Deschaines. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Temps d'arrêt est de déconstruire tout ce qui touche à l'art et la science du coaching. Ma mission est de créer une expérience sportive positive pour toutes les personnes francophones en maximisant les bienfaits du coaching. Avec Temps d'arrêt, je contribue à cette mission en questionnant le statu quo, en discutant avec des personnes expertes du sport et de l'activité physique et en partageant les dernières avancées scientifiques. Au quotidien, je contribue à cette mission comme professeur en kinésiologie à l'Université du Québec en Outaouais et comme conseiller pour des entraîneurs et des professionnels de la santé. Si tu viens de découvrir Temps d'arrêt avec Coach Frank, abonne-toi et évalue le podcast sur ta plateforme préférée. Pour nos fidèles auditeurs et auditrices, suivez-nous sur les médias sociaux @CoachFrankPhD en un mot et partagez avec vos amis. Ça prend 5 secondes et ça va contribuer à ton développement ainsi que celui de ton réseau sportif. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on a décidé de faire un changement de vitesse, d'envoyer une balle courbe pour utiliser des analogies sportives parce que l'épisode d'aujourd'hui va se concentrer vraiment sur les métiers d'urgence. C'est quoi ce contexte-là? Qu'est-ce que ça comprend? Et plus particulièrement les policiers. Je l'ai fait dans un choix éditorial parce que ça m'intéressait, parce que je sais qu'il y a des personnes, des policiers, des policières qui écoutent de façon religieuse le podcast. Il y a des parallèles à faire entre les deux, mais moi, c'est une façon de leur dire merci. Un, je leur dis merci pour leur service au quotidien dans notre société, mais deux, je sais qu'il y en a parmi eux et elles qui écoutent le podcast depuis des années. Et puis, je trouvais ça intéressant un peu les travaux que Andréane et Annie avaient faits, particulièrement au niveau de la reconnaissance, la santé psychologique dans un milieu comme ça. Puis je me disais que toutes les trouvailles qu'ils ont faites au niveau de la santé psychologique et au niveau de la reconnaissance, ben, ils pouvaient potentiellement avoir une extrapolation en gestion au niveau du coaching, au niveau du sport, parce qu'il y a quand même un esprit d'équipe et un aspect similaire au sport dans les métiers d'urgence, que ce soit avec les horaires chaotiques, même si c'est jamais aussi chaotique que ça l'est dans la vie des policiers et des policières. Annie Gendron est docteure en psychologie. Elle est chercheuse au Centre de recherche et de développement stratégique de l'École nationale de police du Québec, professeure associée au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, co-titulaire de la chaire de recherche en prévention de la santé psychologique au travail en sécurité publique, chercheuse régulière au Centre international de criminologie comparée, Centre interuniversitaire et collaboratrice au laboratoire de psychologie légale de l'UQTR. Ses intérêts de recherche ciblent des questions touchant à la sélection des candidats à la profession policière, la formation, l'intervention policière et bien d'autres choses, toujours en lien avec le corps policier. Andréane Deschaines, de son côté, est docteur en psychologie du travail et aussi professeur à l'École de gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières, tout comme Cynthia Mathieu, une invitée d'une autre époque de Temps d'arrêt. Elle forme dans le cadre des programmes en gestion en sécurité publique les gestionnaires d'aujourd'hui et de demain. Elle est co-titulaire de la chaire de recherche UQTR ENPQ sur la prévention à santé psychologique au travail en sécurité publique et elle co-dirige l'antenne UQTR du Centre international de criminologie comparée. Ses travaux de recherche subventionnés, reconnus sur le plan national et international, concernent la psychologie de la gestion dans les organisations de la sécurité publique, particulièrement la prévention de la santé psychologique au travail dans le milieu policier. Et donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, l'épisode est un petit peu différent, mais vous allez voir, il y a des extrapolations. Puis sinon, ben, vous écouterez le prochain ou vous en écouterez un autre. Moi, je trouvais ça important qu'on puisse parler un peu des métiers d'urgence et voir s'il y avait des trouvailles intéressantes de ce côté-là. Ceci étant dit, cet épisode est présenté par Très Bon Point, une équipe avec les pieds sur le terrain et la tête dans les bouquins qui offre à la communauté sportive de l'accompagnement individuel, des ateliers de groupe et de la recherche appliquée à leurs enjeux. Là-dessus, tout le monde, je vous souhaite un bon podcast. Mesdames, bienvenue à Temps d'arrêt officiellement. Merci de prendre du temps, Andréane, pour venir parler un peu de ton expertise, des recherches. Même chose pour toi, Annie. Puis tu sais, juste en lien avec les derniers échanges qu'on a eus avant de lancer tout ça, comme
je pense que ce que vous avez souligné, c'est à quel point ça peut être complexe le métier de policier. Puis, tu sais, Andréane, d'un côté, tu parlais de la santé psychologique à long terme. Moi, je pense tout de suite à la carrière, tu sais, aux horaires complètement débiles que les personnes policières vont avoir. Là, on n'a même pas parlé des situations stressantes. Et Annie, dans la préparation, tu me parlais un peu du contrôle moteur pour le tir, des enquêtes d'entrevue. Tu sais, c'est toutes des choses qui me fascinent du métier de policier. Puis à quel point c'est complexe. Juste l'emploi, mettons qu'on aurait un horaire de 8 à 4, là, pas pour simplifier la vie des horaires de 8 à 4, mais on sent qu'il y a beaucoup de chiffres. Travail de corps en police, c'est tout à fait c'est normal en bout de ligne. Mais juste le travail en soi est complexe. Et là, tu rajoutes un mode de vie qui est quand même chaotique. Jusqu'à un certain point, je ne sais pas si on pourrait dire chaotique, si ce serait la définition officielle, mais ça s'apparente quand même un petit peu à ça. Donc, pour moi, ça m'intéresse beaucoup. Tu sais. Puis, j'aimerais peut-être ça, vous lancer la balle, peut-être commençant par toi, Andréane, dire, parlez-moi un peu de qu'est-ce que vous essayez d'accomplir à travers la chaire de recherche, justement, que vous avez, et puis qu'est-ce que toi, tu étudies spécifiquement dans tes travaux de recherche là, comme professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières? Génial. Bien, en fait, moi, je suis professeure exclusivement en gestion en sécurité publique. Donc, le travail que j'ai à faire et mon enseignement est relié à des fonctions d'officier en sécurité publique. Alors, d'où mon parallèle avec la chaire de recherche en prévention de la santé psychologique au travail en sécurité publique. C'est un long nom pour dire que la mission de la chaire est vraiment de développer de nouvelles connaissances, de s'assurer de l'efficacité des connaissances qui seront appliquées et applicables dans les milieux spécifiquement de la sécurité publique, qui ont un contexte bien particulier à eux. Donc, moi, mon rôle dans la chaire, c'est vraiment d'assurer le côté organisationnel. Je suis en psychologie du travail, donc tout ce qui est facteur organisationnel, la gestion, entre autres, de la prévention de la santé psychologique. Donc, comment on gère ça? Sur quel niveau on le gère, quelles pratiques on met en place, c'est quoi le rôle du gestionnaire, c'est quoi le rôle du syndicat, c'est quoi le rôle des acteurs, des différents acteurs, etc. Donc, moi, c'est vraiment là, plus mon expertise, si on veut, à la chaire dans la mission du développement des connaissances. Super. Puis, je pense que tu me disais justement que l'applicabilité, comme c'est important pour toi, mais pourquoi? Parce que tu as un intérêt particulier pour ça. Pourquoi justement l'applicabilité pour toi, c'est vraiment quelque chose qui vient te chercher puis qui te dit, OK, là, c'est crucial dans mon travail? Parce que ce que les recherches rapportent, les résultats de recherche antérieures, ce qu'ils rapportent, exemple en psycho du travail, ne s'appliquent pas nécessairement au contexte policier. Au contexte du port de l'arme, au contexte, vous avez parlé des horaires de travail tout à l'heure, non, à différentes spécificités du métier, à l'exposition beaucoup plus probante à des événements à teneur potentiellement traumatiques, alors que l'enseignant, le travailleur de PME n'a pas du tout le même type d'exposition, puis il n'a pas un métier qui est moins à risque d'épuisement, mais il a certainement un métier qui est moins à risque de ce stress d'exposition-là, entre autres à des événements ou à du matériel quelconque, tel que le port d'armes. Tout à fait. Puis juste l'enjeu de la sécurité personnelle. Tu sais, j'en parle souvent, tu sais, plus dans mes conversations de la vie de tous les jours avec quelques collègues là, qui sont dans le corps policier là, dans certains endroits du Québec, et même avec un de mes amis qui a des connaissances dans le milieu militaire. Tu sais, quand tu fais un métier où est-ce que ta sécurité personnelle est en jeu, là, c'est toute une autre ballgame. Tu sais, puis comme tu sais, je veux dire, c'est important ce qu'on fait autant dans notre travail comme chercheur, comme professeur, moi en coaching, ça a une significativité. Mais je veux dire, quand même que je remettrai mon rapport 3 jours plus tard, ma sécurité personnelle n'est pas en jeu. Puis ça, je pense que des fois, on l'oublie comment est-ce que les personnes policières, justement, ils font ça, je veux dire, quotidiennement. Là, je suis pas sûr un peu de la fréquence et tout ça, mais à tous les chiffres, il y a un risque pour leur sécurité personnelle. Puis ça, pour moi, ça me fascine parce que je pense que je suis courageux, mais je suis pas sûr que je suis courageux au point de certains militaires ou certains policières. T'sais. Puis justement, toi, Annie, comme sur... Bon, je sais que vous travaillez beaucoup en tandem, vous avez insisté pour faire la conversation à 2 personnes, donc à 3 en m'incluant et tout ça. Mais toi, comme sur quoi est-ce que tes recherches se posent particulièrement, juste pour bien contextualiser les personnes qui vont écouter la conversation, pour comprendre un peu comment est-ce que ton expertise se différencie peut-être de celle d'Andréane? Oui, tout à fait, parce que moi, je suis chercheuse à l'École nationale de police du Québec.
Donc, je réponds bien sûr à des mandats de recherche de l'école là, qui correspondent à des besoins école en soi, mais aussi à d'autres types de mandats, des fois des mandats ministériels. Donc, ça peut toucher différents secteurs du travail policier. Par exemple, ça pourrait être des mandats plus spécifiques à comment mieux soutenir nos enquêteurs dans le développement d'une relation de travail avec des personnes, des victimes, des jeunes victimes interrogées lors d'entrevues d'enquête. Ça peut également être en fait une expertise qui est mise à profit dans le développement de tests de sélection. Parce que nous, à l'école de police, on est la seule école au Québec qui formons l'ensemble de la relève policière. Donc, mes mandats sont vraiment très, très variés et aussi bien au sein de la chaire. Donc, je travaille en collaboration étroite avec Andréane parce qu'on développe de la connaissance qui est bien sûr investie dans nos formations à l'école parce que notre rôle à nous, c'est de former, comme je le disais tout à l'heure, d'office la relève policière. Donc, quelles sont les meilleures pratiques? Comment on sensibilise? Comment on les outille face à l'adversité des difficultés du terrain qu'ils auront à vivre? Parce que Andréane a nommé d'office, les policiers vont être assurément exposés à beaucoup plus d'événements potentiellement traumatisants que le citoyen moyen. Donc, ça fait partie de la nature du travail. Tout à l'heure, vous évoquiez l'idée que leur sécurité est souvent mise en péril, effectivement. Donc, ça aussi, c'est un facteur de stress quand même super important. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les préparer justement le mieux possible? Et une fois qu'ils sont en fonction, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir justement ou plutôt maintenir leur bonne santé psychologique au travail? Parce que ce qu'on souhaite quand on diplôme un futur policier, c'est de le voir faire toute une carrière et progresser avec pour réussir à rencontrer les objectifs qui s'étaient fixés dès le début de son entrée en fonction. Oui, tout à fait. Puis là, il y a plusieurs passes intéressantes là, sur ma palette que vous venez de faire. Donc, merci d'être des bonnes compagnons de trio là, aujourd'hui. Mais là, je vais commencer par quelque chose qui me tient à cœur, comme la formation. J'avais pas prévu vous en parler beaucoup nécessairement, mais j'ai fait beaucoup de recherches dans le milieu de la formation des entraîneurs, plus dans le sport. Mais je suis curieux de voir un peu la complexité puis les défis ils se présentent dans la formation des policiers. Parce que là, vite de même, en fonction de ce que tu viens de dire, tu me parlais un peu des enjeux de formation, là, si je peux paraphraser, Annie. Mais tu sais, je peux voir la complexité, voulant dire que tu prépares les gens pour des scénarios qui se répètent, mais qui sont jamais pareils, qui sont toujours différents. C'est quoi un peu les enjeux de formation ou peut-être à l'opposé ou de façon complémentaire, les choses où est-ce qu'il faut vraiment qu'on soit meilleur en termes de formation du corps policier, là, si je peux utiliser cette expression-là? Bien, tout d'abord, peut-être juste revenir sur la base du continuum de formation policière. Donc, ici au Québec, c'est un modèle qui est quand même plutôt long comparativement à ce qu'on va observer ailleurs dans le monde et même ailleurs à la GRC, ici au Canada. Donc, on a d'abord, en général, 3 ans, 2 ans de technique policière où ils vont apprendre vraiment les bases, mais davantage les bases théoriques. Il va y avoir, bien sûr, des mises en situation, ils vont apprendre les cadres légaux, pouvoir et devoirs, différentes connaissances qui sont liées au travail policier. Et ensuite de ça, ils vont venir 15 semaines à l'école de police où est-ce que là, ils vont être placés dans une formation qu'on va dire davantage pratique. Une fois qu'ils sont diplômés de l'école, bien là, l'apprentissage continue dans les corps de police. Donc, on est vraiment, nous, à l'école, le milieu de la formation parce que nous, notre travail, c'est de former des généralistes. Donc, on ne sait pas, encore une fois, c'est une distinction importante du Québec par rapport à ailleurs au Canada et ailleurs dans le monde. Nos diplômés ne sont pas nécessairement embauchés avant de venir terminer leur formation à l'École nationale de police. Donc, nous, on doit les rendre aptes à intervenir et à entreprendre une carrière policière partout au Québec. Et même, on forme aussi les policiers qui vont aller dans les corps de police autochtones, donc même au nord du Québec. Et c'est vraiment, là, quand on parle de formation plus contextualisée aux besoins terrain, par exemple, faire de la police à Montréal, c'est évidemment bien différent que de faire de la police à On n'a pas les mêmes enjeux, ça va de soi. Donc, petit clin d'œil à ma collègue Andréane qui vient du bas du fleuve. Donc,
c'est certain que nous, tous nos policiers, bien, ils vont devoir continuer leur apprentissage une fois qu'ils entrent en poste, une fois qu'ils entrent en fonction, parce que c'est vraiment là qu'ils vont être confrontés à la réalité du terrain. Donc, pour nous, c'est quand même un challenge important parce que on doit les préparer à toute éventualité parce que ce qui se passe à Montréal pourrait aussi se passer à Matane. Donc, ils sont la probabilité d'être confrontés à une confrontation armée existe, peu importe où on est au Québec. Je voulais juste ajouter, Annie, que cependant, il y a de grosses tempêtes de neige dans le bas du fleuve, telles que vues en fin de semaine dernière, ce que le policier de Montréal verra rarement. Où les implications sur le déneigement sont un peu plus longues aussi, comme on a vu dans la grosse tempête de neige. Fait qu'on doit naviguer avec ça pendant plusieurs semaines versus peut-être quelques jours. Puis tout à fait, tu sais, moi-même étant dans différentes régions du Québec, mais tu sais, quand tu penses juste à l'Outaouais, la réalité que tu vas vivre dans le Vieux-Hall, par exemple, versus ce que tu vas vivre dans le nord de la MRC des Collines, quand tu vas t'approcher de peut-être Maniwaki ou l'eau, là, pour les gens qui connaissent un peu le coin, comme ça va être complètement différent. Puis où est-ce que ça pose particulièrement des défis, justement, comme une fois qu'ils ont fait la formation un peu plus officielle, le parcours standard, tu sais, comme l'apprentissage en temps réel, j'imagine qu'il est super important dans un métier qui est aussi, je vais dire, imprévisible, là, tu sais, par rapport à ça, parce que je vois comme l'apprentissage en temps réel est quand même quelque chose de super important. Puis quand je dis apprentissage en temps réel, là, je veux dire, bon, on vit des situations au quotidien, on revient au poste de police, on débrief ça, comment est-ce qu'on réimplante ça, ça doit être quand même tout un enjeu dans l'apprentissage des policiers. Là. Oui, tout à fait. Toute la question de l'induction, donc l'entrée en poste, en fonction, quand on parle du début de la carrière policière, c'est vraiment un moment charnière qui va permettre aux policiers d'acquérir tous les savoir-faire. Donc, nous, à l'école de police, on va autant travailler les savoir-faire que les savoir-être. Mais quand on parle d'apprentissage plus contextualisé, c'est vraiment au sein du corps de police que ça va se faire. Et vient là toute la notion de coaching. Donc, comment est-ce qu'on accueille ces futurs recrues-là? Comment est-ce qu'on les mentore? Donc, nous, c'est évident, c'est là qu'on fait le pont aussi avec les travaux qui se font du côté d'Andréane et la formation des gestionnaires. Parce que, évidemment, tout ça, bien, c'est un travail d'équipe qui implique différents acteurs, justement, pour former la relève policière et les rendre aptes à, justement, intervenir de la façon la plus adéquate possible. Et c'est aussi un milieu qui va être en apprentissage continu. Donc, la profession, c'est une profession qui apprend beaucoup de tout l'ensemble des interventions sur le terrain. Donc, il va y avoir beaucoup de rétroaction. On va toujours se remettre en question à savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, justement pour chercher toujours l'atteinte des meilleurs standards. Puis, Andréane, en fait, je transférais tout de suite à toi, comme j'ai pas tant de questions spécifiques, mais plus que je m'intéresse justement à comment est-ce que vous approchez le coaching puis le mentorat, parce que dans les autres milieux, pour avoir exploré un peu la littérature dans les affaires, la littérature en éducation, approfondi la littérature en sport, coaching et tout ça, il y a toujours des enjeux au niveau du coaching puis du mentorat, mais comment est-ce que vous l'approchez un petit peu, puis si c'est pertinent à ce que Annie vient de dire, là, puis à tes recherches? C'est pas un sujet, nous, qu'on a traité. Ben, je veux dire, moi, là, je sais pas, Annie, de ton côté, c'est pas un sujet que j'ai traité nécessairement. Puis, sur le terrain, c'est très spécifique à chacune des organisations. Donc, c'est difficile d'apporter quelques notions là, pour répondre à ta question, François. Mais la formation en gestion, justement, est venue d'un besoin du terrain de dire, bien, on est très bon opérationnellement parlant quand on est policier, mais on n'est pas formé à la gestion et rapidement, on est promu dans des postes de gestion. Donc, à cet effet, je vois que tu as quelque chose à ajouter. Vas-y, François. Ben oui, tout à fait. Ben en fait, vas-y, puis merci de me rediriger. Puis j'adore ça quand les gens... Puis tu sais, moi, je le dis souvent aux auditeurs puis aux auditrices, quand les gens nous répondent de cette façon-là, moi, je vous dis, c'est un signe de faites confiance à la personne qui nous parle. Parce que la personne n'est pas juste partie sur une tangente, quelque chose qui est peut-être en dehors de son expertise, tu sais, le ramener. Fait que j'apprécie vraiment la dernière réponse. Puis pour moi, c'est un signe, tu sais, de compétence puis de la qualité de vos travaux puis de vos réflexions. Puis merci de me le partager de cette façon-là, Andréane. Puis la raison pour laquelle je souriais, c'est que tu as fait un peu le travail pour moi, encore une fois. Ou est-ce qu'en préparation pour chacune des conversations que je fais, je parle à une personne qui est sur le terrain, qui est concernée directement par les recherches ou les travaux, tu sais, des personnes que j'ai invitées. Puis en parlant à une personne policière dans la région de l'Outaouais, ben cette personne me partageait une observation intéressante. Puis je vais comme la paraphraser.
ce qu'elle mentionnait, c'est que parfois les personnes qui gravissent rapidement les échelons hiérarchiques dans les organisations policières sont pas nécessairement celles-là qui ont passé le plus de temps sur le terrain, qui ont la meilleure compréhension du terrain, puis pas par mauvaise foi ou par bonne intention, juste parce que c'est le contexte, puis à un moment donné, ben, t'as quelqu'un qui est parti du poste de gestion, ça te prenait quelqu'un qui le remplaçait, cette personne-là a un intérêt pour ça. Puis comment est-ce que vous voyez ça, justement, la sélection, puis la formation des cadres, des personnes qui sont dans des postes de leadership, justement, pour s'assurer que les leaders fassent un bon travail. Puis la plupart des gens sont bien intentionnés, mais il y a des enjeux quand tu t'es forcé jusqu'à un certain point à gravir les échelons rapidement, puis tu te ramasses dans un poste de leadership qui est quand même, qui va avoir un impact significatif sur les opérations de la couverture d'une région au complet, par exemple. Absolument, absolument. D'où l'importance d'aller développer les habiletés de gestion des personnes. Hein? Puis on va pas appeler ça, dans mon domaine, on appelle ça la gestion des personnes et non pas la gestion des ressources humaines. Une ressource, ça se renouvelle, une personne, on en prend soin jusqu'à la fin. Donc, c'est ce qu'on prône dans mon cours, entre autres. Mais ceci dit, en fait, c'est devenu un besoin, la formation en gestion des personnes pour le milieu policier, entre autres, puisque c'était un aspect qui était touché, mais plutôt léger, hein, au premier cycle universitaire. Et maintenant, on accède au deuxième cycle universitaire en collaboration. Ce sont des programmes uniques au Québec qui sont offerts par l'UQTR en co-direction avec l'École nationale de police du Québec, qui ont une équipe aussi dédiée là, à la collaboration pour les cycles universitaires spécifiques en gestion, entre autres en sécurité publique, où j'interviens comme professeur plus précisément. Donc, assurément, dans ces cours-là, c'est là qu'on va aller travailler toutes les habiletés en leadership, habiletés politiques, parce que nos recherches l'ont identifié tout juste dernièrement encore. Nos gestionnaires sont super bons opérationnellement parlant, ils connaissent la tâche. On va la gérer, la situation de crise, mais sur le volet humain, est-ce qu'on pourrait un petit peu travailler quelques habiletés? Donc, c'est ce qu'on est en train de faire et de plus en plus, pour atteindre différents grades, plus ils sont élevés les grades, plus il y a d'exigences en termes de crédit universitaire. Donc, sur les nouveaux postes, on le voit régulièrement maintenant comme exigence ou comme atout. Puis, quelles sont ces habiletés-là? Est-ce qu'il y a j'imagine qu'il y en a plusieurs, là, j'imagine qu'on pourrait en nommer plusieurs, mais est-ce qu'il y a des grands thèmes, des grandes familles d'habiletés que tu sens ou que vous avez identifiées qui font vraiment la différence? En fait, on va aller toucher au management. Donc, aux habiletés politiques, au management stratégique, à la planification stratégique. On va aller aussi voir un volet de posture de coach dans la gestion du changement par rapport aux équipes de travail. On va aller travailler aussi la prévention de la santé psychologique, les habiletés de leadership, parce qu'on ne naît pas leader. Donc, tout le monde a la possibilité de le devenir. C'est la bonne nouvelle. Toutefois, c'est pas nous qui décidons qu'on est leader. Hein, c'est notre équipe. C'est un privilège que notre équipe nous accorde d'avoir le leadership et non pas nous qui décidons d'être un leader. Bien qu'on peut mettre tout à profit pour développer nos habiletés de leader et les mettre en pratique. Puis, peux-tu aller un peu plus loin là-dedans? Comme, qu'est-ce que tu veux dire par là que c'est pas nous? Tu sais, j'ai une idée vague un petit peu, mais comment ça se manifeste peut-être justement dans le milieu policier ou comment est-ce que tu vois ça? Parce que j'imagine que dans les différents postes de police, ben, il y a des personnes qui vont obtenir l'autorité, qui vont aller comme dans les postes de gestion, mais qu'il y a des personnes qui peuvent avoir 20 ans d'expérience comme patrouilleurs ou patrouilleuses, puis que le leadership reste quand même fortement avec eux. Absolument. Un poste de gestion ne vient pas nécessairement avec le leadership. Le leadership, c'est une habileté distincte qu'on nous reconnaît. Donc, ce n'est pas dans l'offre d'emploi, dans la description de la tâche. Un gestionnaire, c'est un poste, c'est une fonction. Un leader, c'est une habileté personnelle. Donc, on va t'accorder le leadership parce qu'on croit en ta vision, en ta capacité de mobiliser, parce que tu as des habiletés de reconnaître notre travail, parce que c'est plaisant de travailler pour toi et on a envie d'y croire, donc on a envie de te suivre dans la vision de où tu veux nous amener. Et puis, une personne qui rentre, mettons, dans un poste de gestion un peu plus haut dans la hiérarchie, puis qu'elle n'a pas nécessairement le leader au départ, est-ce que tu aurais comme... Ce serait quoi la première étape que tu lui conseillerais peut-être d'explorer ou la première chose à faire en rentrant dans un poste si elle veut commencer à développer un peu son leadership auprès du groupe ou des choses comme ça? D'écouter.
Je pense que je dirais le mot écouter. Écouter les besoins, écouter qu'est-ce qu'ils veulent pour la suite, essayer d'observer l'équipe, les caractéristiques de chacun, comment les stimuler intellectuellement pour la suite, etc. Il y a déjà un officier qui m'avait dit qu'un patrouilleur, lui avait dit, ça fait beaucoup de lui avait dit, mais il quittait pour la retraite et puis le patrouilleur lui a dit, vous savez, pour le même prix que vous m'avez payé toute ma carrière, vous auriez pu avoir ma tête puis mes idées, mais vous avez juste utilisé mes mains. Ça parle quand même, hein? Puis comment est-ce que des fois, on se concentre juste sur la tâche des gens? Exactement. Et c'est intéressant. Puis il disait ça dans quel contexte? C'est comme entrevue de fin de carrière ou c'est comme... Aucune idée. Peut-être autour d'une bas de fin de journée qui est toujours appréciée. Mais non, aucune idée le contexte de l'échange, mais ça revient à bien reconnaissez que je travaille bien dans ma fonction, mais que j'ai aussi d'autres compétences à mettre à profit, à lesquelles j'ai le goût de mettre à profit. Puis prendre le pouls de son équipe en bout de ligne, parce que ton équipe vit, si je comprends bien, là, ton équipe vit les enjeux au quotidien. Ils ont les deux mains sur le volant quand ils sont en train de faire une poursuite en voiture. Ils ont les deux mains sur l'arme quand il se passe quelque chose. Ils vivent au quotidien. Puis des fois, on va avoir tendance à imposer notre perception d'une situation en fonction de ce qu'on a vécu. Mais de juste prendre le temps de prendre le pouls de l'équipe, ça devient super, super important. Puis ça m'amène à un élément qui est important pour moi, puis c'était en réalité le volet numéro 1 de la raison pour laquelle vous étiez là. C'est que pour moi, la reconnaissance et la santé psychologique, c'est deux enjeux, comme je pense, qui sont proéminents, éminents, importants, auxquels on devrait porter attention dans plein de contextes, dont le sport dans mon cas, dans la santé, dans des gens que je connais autour de moi, mais c'est quelque chose que vous explorez aussi dans vos travaux de recherche. Puis, comme Annie, justement, dans tes travaux, si j'ai bien compris, bien entendu, les travaux abordent les enjeux des interventions policières dans des contextes difficiles, ou du moins certains de vos travaux. Comment est-ce que ces contextes particuliers-là influencent les besoins en matière de reconnaissance organisationnelle? Bien, en fait, ce qu'on voit présentement dans les études, c'est que on est en train d'accueillir une nouvelle génération de travailleurs. Donc, c'est des nouveaux travailleurs. On travaille avec la génération Z qui ont des besoins qui sont complètement différents des précédentes générations. Ou est-ce que si on recule de quelques générations en arrière, bien, on arrivait, on faisait un travail et la reconnaissance passait beaucoup par des marques, par exemple, des remises de la montre à 25 ans, le genre de truc comme ça, alors qu'aujourd'hui, la reconnaissance, c'est complètement autre chose. On veut sentir qu'on fait la différence au travail. On veut se développer au travail. On veut un leader qui nous aide justement, qui nous soutient dans ce développement professionnel-là. Et on est très, très ouvert à l'apprentissage. Donc ça, c'est complètement différent et c'est une nouvelle façon de faire. Donc, si on veut avoir un milieu où nos gens, nos équipes s'épanouissent, en tant que leader, c'est certain qu'on doit soutenir justement ce développement-là, autant personnel que professionnel. Parce que le monde du travail est complètement en train de changer. Et ça, bien, c'est sûr que c'est un enjeu en milieu policier qui prône une gestion de type plutôt paramilitaire, où est-ce que les ordres viennent d'en haut et ça descend en bas. Alors que les nouvelles générations, leur besoin, c'est d'être considérés, d'être écoutés et de faire partie de la prise de décision. Donc, c'est quand même un enjeu et un virage qui devra se prendre éventuellement. Mais c'est certain que le conseil d'Andréane, l'écoute, est un très bon conseil parce que si on veut comprendre ces nouvelles générations-là et justement diminuer le choc des générations, le choc des cultures, bien, il faut savoir quels sont leurs besoins. Et c'est vraiment là où est-ce que nous, on excelle dans nos travaux de recherche à travailler avec le milieu policier et être dans une posture d'écoute. Parce que nous, on est des scientifiques, on est des chercheurs, on va récolter des données pour avoir des données probantes pour justement faire un retour à ces gestionnaires-là, à ces décideurs-là, pour qu'ils prennent des décisions appuyées sur la science.
Donc, c'est là toute la différence qu'on va faire dans le milieu. Et tout à l'heure, d'office, on parlait de recherche très, très proche des milieux. Donc, on travaille beaucoup dans une recherche appliquée. Et ça, pour nous, bien, on y croit parce que, justement, c'est en partant des besoins du terrain, des besoins des acteurs, qu'on va être capable de construire des pratiques qui vont favoriser leur bien-être et leur épanouissement au travail. Puis, quand tu parles du besoin des acteurs, quand tu peux travailler, collaborer avec toutes ces personnes-là, ça rend aussi ça, tu sens que tu as un impact, puis tu sens que tu peux changer un peu comment les choses sont faites. Mais en parlant de changer, tu sais, puis je trouve ça intéressant que tu le vois vraiment comme si je peux me permettre de récapituler un peu ce que tu as dit. Tu sais, je vois que pour toi, faire la recherche, c'est comme, hey, ben moi, je peux prendre le temps d'écouter ce qui se passe, puis vous donner un reflet un peu de ce qu'on a entendu, justement, quand on a pris le temps d'écouter. Parce que des fois, dans la poutine quotidienne, en gestion ou dans les opérations, t'as pas autant le temps, même si on devrait prendre le temps, hein, si on se fait ce qu'Adrienne vient de nous dire. Comme des fois, t'as pas le temps, aussi plus difficile de le faire parce que toi-même, t'es impliqué dans ces situations-là. Mais là, il y a 2 éléments qui m'intriguent particulièrement. D'un côté, t'as mentionné comment est-ce c'est important de soutenir le développement personnel et professionnel. Je regarde mes notes là, ici. Là. Et de l'autre côté, c'est important d'impliquer les gens dans la prise de décision. Mais moi, te relancer, ma question simple, ce serait de dire comment est-ce qu'on implique les gens dans la prise de décision? Mais je pense qu'une question qui est probablement plus adéquate, ce serait de dire, mais qu'est-ce que les études disent ou qu'est-ce que vos travaux disent sur ça? Parce que impliquer les personnes dans la prise de décision, là, c'est OK, on implique les gens, on les amène à la table. Mais le comment, pour moi, c'est là que ça devient difficile parce que, en bout de ligne, je comprends aussi le gestionnaire ou l'entraîneur-chef dans mon contexte qui va dire, ben, tu sais, à un moment donné, là, s'il y a quelque chose qui chie, là, excuse-moi le terme, là, mais c'est ça que c'est, là, comme, c'est moi là, qui va... C'est moi qui est imputable à la situation, tu sais. Je suis curieux de savoir un peu qu'est-ce que les études disent par rapport à ça, tu sais, au niveau de justement, dans des situations où est-ce qu'il y a autant de pression que les situations policières, par exemple. C'est ça qu'il faut faire la différence, par exemple, entre les décisions qui vont être absolument opérationnelles. Donc, on est en train de mettre en place une structure, une situation de crise. Donc, évidemment, c'est certain que ça prend la connaissance pour gérer des événements de cette nature-là. Je prends comme exemple un suicidaire armé barricadé. Bien entendu, ça prend une ligne de commandement et toutes les interventions vont se faire de façon coordonnée pour réussir, mettre toutes les chances, la plus grande probabilité d'avoir une résolution pacifique de cette situation-là, bien entendu. Maintenant, quand on parle de considérer ces personnes-là, les acteurs du milieu dans la prise de décision, bien, c'est de laisser la place à leur créativité pour apporter des solutions novatrices. Évidemment, tu sais, souvent, Andréane et moi, quand on va faire des entrevues ou des focus group avec des policiers, on va toujours avoir cette question-là. On se permet de rêver en couleur. On pense pas à combien ça coûte, autant que ça prend. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour que ça aille mieux? Et souvent, les solutions sont toutes simples. Mais c'est vraiment de réussir, de permettre à ces gens-là de s'exprimer sur qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'ils sont mieux au travail, qu'ils sont plus efficaces au travail et qu'ils ont aussi l'espace pour le verbaliser. Et parfois, comme je le disais, les solutions sont vraiment toutes simples. Ultimement, c'est sûr que le gestionnaire devra trancher. Ça va continuer de prendre une vision rassembleuse et une orientation, parce que quand on n'a pas d'orientation, c'est pas mieux. L'inverse, c'est pas bon non plus, là, de pas avoir une ligne directrice. Maintenant, c'est beaucoup plus de construire sur la base des besoins des gens et de leur vision et de qu'est-ce que eux perçoivent comme piste de solution. Bien entendu, ça passera pas toujours le test de réalité, mais parfois, on a ça nous permet d'avoir du terreau fertile pour développer des belles initiatives et des pratiques de gestion qui vont être beaucoup moins confrontantes parce que dans la gestion du changement, les gens se seront sentis impliqués et ça va être beaucoup plus facile d'amener les idées et de faire changer les façons de faire. Puis, est-ce que tu veux dire que juste commencer par le fait, puis ça peut aller plus loin que ce que je vais dire là, mais juste commencer par le fait d'avoir une démocratie consultative, si on réfère, je me rappelle c'est quel modèle de leadership, c'est un bon point de départ. Voulant dire que comme consulte tes gens autour, puis juste ça, si tu peux pas te rendre au niveau de la participation en raison de la décision, ça va être un bon point de départ. Est-ce que c'est faux de dire ça?
Écoute, je laisserai Andréane répondre à ça. Mais effectivement, d'écouter son monde, c'est sûr que ça fait partie du bon point de départ pour justement développer, innover là, en matière de pratique de gestion. Mais Andréane, qu'est-ce que tu aurais à ajouter sur la question? En fait, je vous écoute parler. Je vous écoute, voyez-vous, écouter, c'est important. C'est le mot du jour. Je vous écoute parler. Ouais, c'est le mot du jour. Je vous écoute parler depuis tantôt, puis je pense qu'il nous manque 2 mots que vous venez de décrire aussi. Puis je ne sais pas si j'ai le droit d'ajouter des ingrédients, François, à ta question de tout à l'heure sur le conseil à donner. L'écoute, l'ouverture d'esprit aux idées qui vont sortir, à des façons d'exercer certaines pratiques, mais aussi de mettre son ego de côté. Donc, parfois, comme gestionnaire, de ne pas mettre son ego ou sa position de pouvoir toujours de l'avant. Écoutez, soyez ouverts et mettre l'ego de côté un petit peu. Je pense que là, on a une recette gagnante, là. Puis, comment est-ce que tu as un exemple, une histoire ou peut-être un exemple ou une histoire pour nous dire justement de comment ne pas faire ça? Parce que, tu sais, ça devient où, comme moi je dis, c'est à un moment donné, on veut le faire parce qu'on est là, Ouais. puis des fois, on s'en rend. En fait, des fois, c'est parce que je pense que des personnes vont mettre leur ego de l'avant, mais je suis pas sûr qu'ils se rendent même compte qu'ils mettent leur ego de l'avant. Ben non. Fait que, est-ce que tu as des do's and don'ts ou des choses à faire ou à ne pas faire en lien avec ça? Bon, là, une autre recette à déterminer. En fait, est-ce qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire? Mais je pense que il y a aussi notre personnalité qui contamine notre façon d'être, qui influence plutôt notre façon d'être comme gestionnaire. Mais tout ne repose pas tout sur le gestionnaire. Je pense que ça découle aussi beaucoup de l'attitude de chacun. On a tous un rôle à jouer, que ce soit dans le milieu policier ou un autre milieu. Mais comme il y a dans le milieu policier si on veut, des caractéristiques plus propices au métier qu'on retrouve chez les policiers, exemple l'impulsivité, bien, je pense qu'il faut, mieux on se connaît, plus on va bien interagir avec les gens, puis on parle aussi, entre autres, des compétences émotionnelles dans ces cas-là. Donc, de prendre conscience de comment j'agis face à l'autre, de mon savoir-être, de ma gestion. Est-ce que je suis capable d'identifier mes émotions pour bien les gérer par la suite? Les recherches dans le milieu policier nous indiquent que l'utilisation de ces émotions, la compétence qui fait en sorte que je viens de vivre une colère dans une relation avec mon collègue, ça n'a pas bien été dans la voiture patrouille sur notre intervention, on en a discuté par la suite, on n'est pas d'accord. J'ai une autre intervention à aller faire, mais je me laisse contaminer par cette émotion-là dans mon autre intervention au lieu de dire, bon, OK, pour optimiser mon fonctionnement social dans ma tâche présentement, je dois mettre ça de côté. Je dois aller faire mon autre fonction, mon autre mandat, puis revenir par la suite, puis après revivre cette émotion-là, puis là, la régler. Donc ça fait partie des compétences émotionnelles, l'utilisation des émotions, qui est un des très bons facteurs individuels dans la prévention de la santé psychologique au travail du policier. Puis, en fait, c'est justement un aspect. C'est super intéressant ce que tu viens de mentionner. Je pense que si j'ai bien compris, le point de départ, c'est identifier les émotions que tu vis à différents moments. Là, ensuite de ça, tu es parti dans différentes directions par rapport aux compétences émotionnelles. Ouais. Moi, je serais curieux de savoir, tu sais, je suis quelqu'un qui t'écoute, comme, c'est quoi les compétences émotionnelles que je dois être conscient puis que je devrais maîtriser afin, justement, de maximiser ma santé psychologique. Puis moi, je pense que c'est crucial parce que, comme ce que je m'étais préparé, justement, en révisant un peu vos travaux, c'était quand est-ce que ces compétences-là peuvent servir justement de levier pour la santé psychologique. Mais si je comprends ce que tu me dis, si je suis capable, un, de les connaître, deux, de les maîtriser, ben, ça fait que je vais me sentir mieux dans mon travail et donc que je vais être plus durable. Il y a un intérêt, un, pour toi comme individu, mais aussi comme gestionnaire d'une équipe, potentiellement, que tu veux que toutes les personnes en dessous de toi maîtrisent bien ces compétences-là parce que ça va faire que tu n'auras pas besoin de changer ou de remplacer des personnes à tous les 5 ans. Là, je paraphrase puis je donne des exemples drastiques, mais c'est quand même ça un peu la réalité selon ce que je comprends là, du milieu policier. Mais comme au-delà d'identifier, comme c'est quoi les autres que les gens devraient maîtriser? Bon, en fait, il y a 7 compétences, dépendamment des théories, il y a 7 compétences émotionnelles, si on veut, à maîtriser. Et sachez que chez les leaders, les meilleurs leaders, qu'on va reconnaître leur leadership, parmi eux, 80
je crois que c'est 81% de ces leaders-là sont reconnus, entre autres, pour leurs compétences émotionnelles bien maîtrisées. Les compétences émotionnelles nous permettent d'avoir un savoir-être, d'optimiser notre fonctionnement social à bon escient. Donc, c'est un peu issu de l'intelligence émotionnelle, sauf que si on est intelligent émotionnellement, ça veut dire qu'on va toujours l'être le lendemain, une semaine, puis un an après, alors que les émotions sont parfois contextuelles. D'où l'importance de modérer le mot aussi, mais d'utiliser compétences émotionnelles. Les 7 compétences émotionnelles qu'on peut identifier dans la littérature, dépendamment des théories, ils vont avoir de grandes dimensions, de sous-dimensions, mais peu importe, ça revient environ à ceci. Identifier l'émotion que je suis en train de vivre, comprendre l'émotion que je suis en train de vivre, gérer l'émotion que je suis en train de vivre. Ces trois compétences-là se retrouvent aussi face à l'autre. Identifier ce que l'autre est en train de vivre, comprendre ce que l'autre est en train de vivre, et l'aider dans la gestion de son émotion également. Au final, il y a aussi l'utilisation des émotions. L'utilisation des émotions, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Puis on peut le voir aussi dans le sport. Comme tu es un sportif, François, à titre d'exemple, quand un joueur ou un coach vit une émotion négative à l'égard d'une décision de l'arbitre, on va rester un peu dans notre frustration, mais si je fais le choix de rester dans ma frustration, au lieu d'utiliser une émotion positive en attendant pour finir le match et motiver mes troupes, mais si je fais le choix de rester dans cette émotion négative-là pour ne pas utiliser une autre émotion, je risque de contaminer aussi mon équipe par cette colère ou cette émotion négative. Puis, l'aspect d'utilisation, j'avais pas vraiment réfléchi avant que tu le mentionnes ici en ce moment, mais ça pique ma curiosité parce que, tu sais, bon, là, tu as dit que j'étais un sportif. Il y a certaines personnes qui vont voir mes temps de course sur Strava, qui vont dire, je suis pas sûr que c'est un sportif, mais ça, c'est un autre débat. Mais l'utilisation des émotions, ça a quand même sa valeur. Tu sais, je pense à certains athlètes dans certains sports qui disent, OK, mais ils vont vivre une frustration, puis ils vont, un sport de contact, par exemple, comme le rugby, comme le hockey, qui vont l'utiliser de façon canalisée dans leur sport, de façon appropriée, là, sans tomber dans la violence qui est illégale là, selon les règlements du sport. Mais il y a comme une valeur à ça, mais à quel point est-ce qu'on devrait utiliser ça? Puis là, je vois le contre-coup un peu du côté dans le corps policier, dans les métiers d'urgence, que c'est comme, OK, on a des émotions, mais justement, j'ai de la difficulté à voir comment est-ce qu'on peut utiliser une émotion positivement, ou je devrais dire peut-être productivement, dans un contexte comme dans le contexte policier. En fait, le parallèle est super intéressant. Annie, tu voulais y aller? Je t'ai vu bouger. Mais en fait, j'allais simplement dire que c'est certain que ça renvoie beaucoup aussi à notre propre capacité d'autorégulation. Donc, on étudie ça de plus en plus, de cette capacité-là de se réguler et de bien faire la distinction entre ce qui appartient à l'autre et ce qui m'appartient à moi. Donc, ça aussi, ça fait partie de comment on va utiliser cette émotion-là. Et, par exemple, dans les entrevues d'enquête auprès de jeunes victimes, par exemple, le développement d'un lien, ça va passer beaucoup aussi par, justement, l'utilisation de ces émotions-là. Donc, et d'être capable aussi pour se protéger, en fait, quand un enquêteur, par exemple, est en train d'interroger une jeune victime qui a subi des abus physiques ou des abus sexuels, c'est évidemment du contenu hautement émotif, du contenu difficile à entendre et à terme, à long terme, ça peut user et avoir un grand impact sur la personne, sur l'enquêteur, d'être toujours exposé à du matériel hautement émotif comme ça et aussi on va dire que le contexte va être émotionnellement chargé. Parce qu'évidemment, c'est pas facile et des fois, il y a la gestion des parents de l'enfant, il y a tout un contexte qui vient autour de l'entrevue de la jeune victime. De ça, parfois, le cas va être judiciarisé, il va y avoir le témoignage à la cour, la confrontation avec le suspect. Donc, tout ça va avoir, évidemment, beaucoup de connotations affectives et va susciter, justement, beaucoup de capacité de se réguler et, justement, d'utiliser ses émotions à bon escient. Et cette capacité-là d'autorégulation, elle est particulièrement importante justement pour se protéger contre l'usure de compassion, c'est toute lourdeur affective-là qu'on va absorber de ces jeunes victimes-là. Donc, c'est très, très complexe
Et c'est des travaux qu'on continue de regarder. Donc, tout ce qui est la capacité de mentaliser, comment ça peut nous protéger notre santé psychologique pour justement être capable de se rapprocher de l'émotion de l'autre, mais également garder une distance pour se protéger comme personne et se maintenir en bonne santé psychologique. Puis ça, je pense vraiment que c'est un point clé de ce que tu viens de mentionner, de trouver, OK, on est capable de l'identifier, ce qui se passe de l'autre côté, mais on ne s'investit pas nécessairement dans cette émotion-là, on garde une certaine distance, tu sais, par rapport à ça. Puis justement, c'est drôle, comme un de mes collègues, justement, m'a récemment parlé un peu de comment est-ce qu'il sent un peu que dans la population actuellement, il y a comme un enjeu où est-ce que les gens vont... Je vais rephraser un petit peu ce que je voulais dire. Où est-ce que il sent que les gens ont... La santé mentale de la population commence à être... Je ne vais pas dire nécessairement plus fragile, je pense que c'est peut-être pas le bon mot. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'appels en lien avec la détresse psychologique. Et ça peut être éreintant pour une personne qui fait de la patrouille, qui répond à des appels, puis qui a à intervenir, tu sais, de façon récurrente par rapport à ça. Puis, ce qui mentionnait justement mon collègue par rapport à ça, c'est que ça a un impact justement sur leur métier à eux, sur leur propre santé à eux. Puis, tu sais, comment est-ce qu'on deal avec ça ou comment est-ce que tu aurais peut-être, est-ce que vous avez des suggestions ou des recommandations ou des conseils ou des avis pour justement des personnes qui sont conscientes de ça puis qui sont comme, OK, là, mais genre, il me semble que ça devient de plus en plus, puis je trouve que ça devient de plus en plus lourd, justement, la charge de détresse. Puis ça, je pense que des fois, les gens c'est comme ça, on ne réalise pas nécessairement que, OK, oui, on vit tous nos détresses personnelles. On a nos biais personnels par rapport à notre historique qui fait que quand on est confronté à des agresseurs sexuels potentiellement, là, ça vient nous chercher un peu plus émotionnellement. Mais après ça, tu as ta propre gestion personnelle à faire avec ta propre famille. Et là, tu as les problèmes de 153 personnes qui vont être bombardées dessus. Puis là, ça l'accentue, puis ça devient de plus en plus régulier. Ça peut être quand même chargé. Puis moi, je suis curieux de les aider, ces personnes-là, parce que je le vois, tu sais, hey, on en a besoin là, d'un corps de police en santé. Puis là, peut-être que j'ai pas pris le bon terme, là, Andréane, en disant un corps de police. Là, je sais que c'est pas juste un objet là, en tant que tel, là, c'est des personnes qui font ce métier-là. Mais on a besoin de personnes qui sont capables de faire ce métier-là de la bonne façon. Ça a un gros impact sur le confort, la sécurité, le bon fonctionnement de notre société. Puis je vois cette surcharge-là qui s'en vient, puis dire, OK, ça va être quoi l'impact, puis vers où est-ce qu'on s'en va dans le futur là, par rapport à la santé de notre population populaire. Fait que long monologue et grosse tangente pour dire que comme je vois qu'il y a un effet cumulatif de ça. Puis moi, ça me préoccupe, puis je pense que ça préoccupe aussi mon collègue qui m'a partagé cette observation-là. Écoutez, ce que vous venez de nommer, c'est exactement pour ça qu'Andréane et moi, on a été mandatés pour co-diriger une chaire de recherche en prévention de la santé psychologique parce qu'il y a plusieurs constats qui émergent du terrain. Donc, évidemment, on voit que la probabilité d'avoir des symptômes liés à des diagnostics de santé psychologique ou santé mentale est plus élevée en milieu policier que pour toutes les autres professions, par exemple. Donc, on parle, par exemple, de troubles de stress post-traumatique. C'est pratiquement presque 10 fois plus élevé en milieu policier que par rapport aux autres professions. Donc, c'est certain qu'il y a du travail à faire pour justement équiper nos gestionnaires de pratiques de gestion soutenantes et aussi de travailler à bonifier aussi les capacités d'adaptation de nos policiers. Donc, dans nos travaux, c'est ça qu'on regarde et c'est peut-être, Andréane, tu veux me compléter, là? Vas-y. J'ai pris des petites notes j'avais plein d'idées pendant qu'Annie, tu parlais et pendant la question de François également. Bien, en fait, il faut le travail qu'on est en train de faire avec le terrain présentement, que plusieurs intervenants font aussi, c'est justement de normaliser les symptômes qui sont possibles après une exposition à un événement à teneur potentiellement traumatique. Donc, il faut dire, François, ce qui est traumatique pour moi ne l'est pas nécessairement pour toi. Ce qui est traumatique pour toi aujourd'hui pourrait ne pas l'être demain, dépendamment de tes facteurs individuels et de ton contexte environnemental. Sauf qu'on sait que cette exposition-là a un impact sur ta vulnérabilité à ta détresse psychologique. OK? Ce n'est pas nécessairement juste le trouble de stress post-traumatique, la détresse psychologique, OK? Ça, c'est l'extrême. Donc, c'est pas parce qu'on est exposé à un événement à teneur potentiellement traumatique qu'on va automatiquement avoir un TSPT. Parce que les symptômes suivants, les manifestations péritraumatiques suivant cet événement-là sont normaux,
mais c'est l'événement qui est anormal. D'accord? On suit bien. Donc, le policier pourrait avoir des gauchements, pourrait être irritant, pourrait changer ses habitudes de vie dans le 0-30 jours suivant l'événement et ça pourrait être considéré normal à l'exposition de cet événement anormal. Toutefois, si ça persiste, c'est là que ça devient une possibilité de diagnostic et d'où l'importance d'aller consulter. Pour éviter ou diminuer la prévalence de tous ces manifestations sur le plan de détresse psychologique chez les policiers, c'est important d'agir sur 3 niveaux de prévention. Et c'est ce qu'on fait à la chaire dans notre programmation de recherche. On a un niveau primaire, donc avant un événement. Qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce que les policiers sont formés? On parlait de la formation des gestionnaires tout à l'heure. Ça pourrait entrer en prévention primaire, de dire est-ce qu'on peut former l'ensemble des policiers sur la sensibilisation de la santé psychologique au travail, la santé psychologique au travail, c'est pas nécessairement un trouble anxieux. Ça peut être juste un désengagement, ça peut être d'être plus irritable avec les collègues, ça peut être, ce n'est pas permanent à la santé. Ça, c'est en primaire. Donc, avant les événements, est-ce que je suis préparée, formée, etc. Secondaire, donc, quelle action, quelle gestion, quelle structure de prévention ou trajectoire de soutien je mets en place lors d'une exposition à un événement à teneur potentiellement traumatique. Donc, 0-30 jours pendant l'événement. Et enfin, dans le tertiaire, donc le 3e niveau de prévention, c'est là où c'est le curatif. Donc, les symptômes persistent. Qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon organisation pour tenter de diminuer ces symptômes curatifs-là, donc, ou de stress chronique qui perdure. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Exemple, PAE, la maison La Vigile, qui est une maison accessible à tous les métiers d'urgence porteurs d'uniformes. Il y a une ligne 24/7 aussi maintenant qui est disponible pour les policiers et policières issus de la maison La Vigile, entre autres. Donc, tout ça fait en sorte que dans une organisation, il doit y avoir des actions prises en compte dans les 3 niveaux de prévention pour diminuer cette détresse, ces enjeux de détresse psychologique-là. Mais soit dit en passant, les policiers ne vont pas moins bien depuis les 6 dernières années selon les statistiques qu'on a à la chaire. Oui. Exactement. Qu'est-ce qui ressort des statistiques, en fait? Bien, en fait, il y a différentes choses qui ressortent. Puis, Annie, gêne-toi pas si tu as des idées aussi en tête, parce qu'on a beaucoup de données. Donc, Oui. rapidement, c'est problème. important. Exact. C'est important non plus de ne pas faire une surenchère de la non-santé au travail. OK? Parce qu'il y a des policiers qui vont bien, la majorité. C'est juste que quand le policier ne va pas bien, la demande d'aide arrive tellement tard qu'il est usé. Hein, c'est plus dur de récupérer. Donc, c'est un enjeu important à considérer. Donc, nos policiers ne vont pas moins bien, selon les chiffres, même malgré la pandémie. Mais peut-être plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Mais assurément, il y a eu, depuis les 6 dernières années, des actions prises dans les organisations policières en prévention de la santé psy qui n'étaient pas prises avant et ça continue. Ce n'est que la première marche. Et c'est vraiment dans une suite logique que c'est en train de se poursuivre les initiatives de prévention. Dernière chose, Annie, puis après, je te laisse le micro. En fait, il y a plus, selon les données, d'exposition à des événements à teneur potentiellement traumatique qu'avant. Mais autrefois, on parlait en 2017, on parlait de 50%. Un policier sur 2 se disait exposé à un événement à teneur potentiellement traumatique. Pourquoi 1 sur 2? Et aujourd'hui, on le retrouve à 75% ce chiffre-là. Est-ce qu'il y a plus d'événements à teneur potentiellement traumatique? Peut-être pas nécessairement, mais on en parle tellement plus et le policier est davantage en connaissance de cause pour identifier ce qui est traumatique ou non. Donc, on peut penser qu'il est plus sensibilisé. Donc, c'est plus facile de l'identifier. Oui, peut-être pour te compléter, Andréane, dans nos travaux, ce qu'on se rend compte également, c'est que pour nous assurer d'avoir un bon filet de protection pour l'ensemble de nos troupes, des policiers, bien, ça prend plusieurs ingrédients, parce que nous, on nomme ça de cette façon-là, on parle d'ingrédients. Donc,
ça prend différentes pratiques qui sont implantées dans le corps de police. Donc, on parle bien sûr de père aidant, par exemple. On peut parler aussi lorsqu'ils sont exposés à des événements potentiellement traumatiques, de rencontres de désamorçage ou de stabilisation. On peut parler, par exemple, de recours à des psychologues, à des professionnels. Il peut y avoir le PAE. Donc, il y a différents ingrédients, différents outils de soutien psychologique qui doivent être mis en place. Et en fait, souvent pour le policier, c'est pas tant d'y avoir recours qui a le meilleur effet, mais de savoir que c'est là s'il en a besoin. Donc, c'est vraiment quelque chose de très sécurisant pour lui, de savoir, ben si jamais je ne vais pas bien, mon organisation a des moyens pour m'aider, pour me soutenir, et ça fait toute la différence. Et dans nos récents travaux, qu'on s'est rendu compte, Andréane et moi, c'est qu'il y a aussi une très, très grande valeur au soutien entre eux. Ils ont ce besoin d'abord, le premier filet de protection, c'est cette ouverture de pouvoir discuter entre collègues. Ça fait, on travaille en équipe, on jase en équipe, et ça pour eux, c'est vraiment un tout petit ingrédient qui est complètement salutaire pour eux, de savoir, bien, j'ai un collègue qui va venir me voir pour voir est-ce que ça va bien. Hein? Et ça prend des collègues qui sont formés, bien entendu, qui ont parce qu'on peut pas s'improviser, et ça, l'improvisation, c'est vraiment mauvais, parce que des fois, on est bien intentionné, mais si on fait pas la bonne affaire, on vient de scraper la patente complètement. Donc, est-ce que tu peux aller plus loin un petit peu là-dedans, parce que j'ai l'impression qu'il faut être capable d'improviser en fonction de notre écoute, pour utiliser le terme qu'Andréane nous suggère de prioriser. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est parce que ça peut être fait maladroitement, puis qu'est-ce qui serait fait maladroitement? Ben, en fait, c'est pas une question d'être maladroit ou pas, mais c'est une question d'avoir un minimum de connaissances pour bien outiller la personne qui est en besoin. Par exemple, ce qu'Andréane nommait tout à l'heure, les symptômes péritraumatiques normaux qui peuvent suivre dans le 0-3 jours, dans le 3 à 30 jours. Donc ça fait partie de manifestations possibles qui peuvent survenir. Donc l'idée, c'est un peu de dédramatiser, de normaliser. Par exemple, quand un policier est exposé à un événement difficile, une fusillade, un cas de suicide par exemple, et là que son équilibre psychologique a été ébranlé, bien on peut avoir, nous on appelle des agents de désamorçage, donc ce sont des collègues qui ont été formés, qui vont s'assurer que la personne va bien, qu'elle est en capacité de retourner à la maison. Est-ce qu'elle aurait besoin de soutien supplémentaire? Et dans le fond, ces personnes-là vont être là pour détecter quelqu'un qui aurait besoin d'aide, pour expliquer quelles sont les possibilités d'aide au cas où la personne en aurait besoin, mais surtout aussi pour normaliser les réactions possibles. Donc, c'est un peu une rencontre qui a une certaine dimension qu'on va dire psycho-éducative. C'est-à-dire, bien, écoute, inquiète-toi pas, ça se peut que dans les prochains jours, que ton sommeil soit un petit peu perturbé. Si jamais ça perdure au-delà de 3 jours, si tu vois que ça diminue pas, au contraire, que tes problèmes de sommeil augmentent, si ça se présente, bien, écoute, hésite pas. Peut-être que ça serait mieux que tu consultes un professionnel. Et si c'est le cas, bien, on peut te donner un numéro de téléphone, on peut te référer une personne. Donc, chaque organisation a ses voies de passage vers des professionnels, mais c'est super important d'avoir ça. Et un ingrédient magique aussi qui aurait sorti comme étant quand même très, très bénéfique, le soutien des gestionnaires. Donc, de savoir que l'organisation démontre du soutien en son monde, et ça de façon informelle. D'aller voir leur monde et de dire, écoute, on sait que c'est passé quelque chose de difficile, s'il y a quoi que ce soit, tu as besoin de quoi que ce soit, on est là. C'est juste de prendre une petite minute informellement dans le corridor ou de manifester justement ce soutien-là et cette posture d'écoute-là, et aussi de dédramatiser le besoin d'aide, parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Évidemment, on a travaillé fort en prévention, on est en train de déconstruire beaucoup de préjugés par rapport à la demande d'aide, mais c'est comme toute autre chose, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Donc, ça fait partie aussi de nos grandes conclusions. Je sais pas, Andréane, si j'ai oublié quelque chose, mais il me semble, dans nos grands résultats de recherche, les plus récents, là, on est pas mal là, dans cette idée-là d'avoir différents ingrédients pour nous assurer qu'on répond aux besoins de tout le monde, parce que chacun a des besoins différents. On a tous, certains vont être plus extravertis, donc s'exprimer en groupe et verbaliser peut-être leurs difficultés ou leurs émotions en groupe, c'est pas un problème, alors que pour d'autres, bien qui sont peut-être davantage introvertis ou moins à l'aise, bien peut-être qu'ils vont davantage préférer aller vers un père aidant en individuel. Donc,
pour s'assurer qu'on répond aux besoins de tout le monde. Il faut mettre en place différents ingrédients de soutien. Andréane, je te laisse de l'espace. J'ai l'impression que je te voyais prendre des notes. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce que Annie vient de nous mentionner? Non, ça me semble vraiment bien. C'est l'information qu'elle a ajoutée en termes de trajectoire variée. Elle est nécessaire parce que ce qui est bon pour moi ne l'est pas nécessairement pour toi. Hein? Donc, à titre d'exemple, moi, la petite coupe de chardonnay, elle me fait du bien pour m'apaiser, mais peut-être que François, tu préfères la IPA. Donc, on peut pas avoir la même recette. Il n'y a pas de recette parfaite non plus pour tout le monde, comme on a tous des besoins différents, autant pour la prévention, si on peut, pardon. Tout à fait. Puis ça, c'est vrai, tu sais, puis de réaliser un peu notre individualisation, tu sais, ça fait partie du leadership transformationnel, donc la théorie sur le leadership transformationnel, quand on parle de la considération individuelle, comprendre que c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins, qui a les mêmes caractéristiques, qui a les mêmes, doit utiliser les mêmes solutions pour différents éléments. Puis il y a 2 points, je pense, importants là, qui ressortent, en tout cas à mes yeux, là, parmi tout ce que tu as dit, tu sais, Annie. La première chose pour moi, c'est comment est-ce que il faut avoir une procédure ou un timeline clair dans notre tête, de dire que comme, hey, si dans 3 jours, tu as encore des symptômes, comme, reviens nous voir, on va essayer de trouver une ressource, quelque chose comme ça. Ah, vous avez mentionné 30 jours un petit peu plus tôt, je me rappelle si c'est Andréane ou c'est Annie. Mais tu sais, juste de l'avoir clairement, puis dire, OK, on va parler, je vais prendre des noms fictifs, là. Thomas, comme tu as une situation aujourd'hui, regarde, si dans 3 jours, il y a quelque chose, reviens me revoir, tu sais. Pas besoin d'être plus formel que ça, selon si je comprends bien. Juste ça, c'est comme, OK, ben, tu parles à Thomas, puis là, Thomas, il revient de revoir, puis là, c'était comme pas trop, ah, OK, t'as vécu quelque chose de traumatique, puis là, t'exacerbes le problème. C'est comme, non, regarde, si t'as encore des petites précautions, ou tu y passes encore beaucoup dans 3 jours, tu sais, viens me revoir, on va en jaser ensemble, voir si on peut te rediriger, ou le côté de 30 jours que vous avez sorti. Mais l'autre élément important, qui, moi, me parle beaucoup, c'est comment est-ce que, tu sais, des fois, vous parlez du leadership tout à l'heure, ce qui peut être difficile pour les leaders, autant formels qu'informels, que tu sois une personne qui fait partie des opérations, mais que tu sois leader, ou que tu sois dans un poste de gestion, puis en plus de ça, tu as du leadership, c'est que des fois, ça peut en faire beaucoup sur tes épaules. Tu sais. Non seulement tu gères, tu fais le management de tout ça, mais deuxièmement, il faut que tu leads, tu influences le monde, tu prennes soin de tout le monde, tu écoutes tout le monde. Ça peut être beaucoup. Mais ce que vous avez mentionné, puis moi, je vais le vulgariser comme ça, c'est du soutien multiple. Que ça peut être soutien du leader, ça peut être soutien par les pairs, puis juste informer les gens que le soutien est là pour les ressources externes. Fait que, si tu fais ces 3 choses-là, puis peut-être aussi de les nommer, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous recommandez, mais moi, je me mets dans cette situation-là, c'est comme de ne pas avoir peur de le dire. Regardez, là, vous pouvez parler à Thomas puis Valérie, là, c'est mes pseudonymes que j'utilise là, de façon générale, comme qui sont là, tu sais, si vous avez un problème, là, c'est pas nécessairement de venir me parler à moi, François, moi, Annie ou moi, Andréane, ça peut être de parler à Thomas puis à Valérie. OK, mais ça peut aussi être de venir me parler à moi, mais vous savez qu'il y a des ressources. Puis tu sais, juste de le nommer, les gens sont là, tu sais, puis c'est comme, quand vous parlez de ça tout à l'heure, pour moi, c'est comme, je dis, OK, des fois, on vit des situations financières, des stress financiers, on a une pression financière pour différents projets, que ce soit pour une compagnie ou de façon privée. Mais tu sais, si demain, on a tous un coussin de 10 000 là, ben, le chèque de 2000 qui va passer, par exemple, ben, il va nous stresser un petit peu moins parce que ben, si jamais ça ne fonctionne pas, je peux ressortir le 10 000 Mais c'est un peu ça, en bout de ligne. C'est pas aussi cartésien que l'exemple financier que je viens de donner, mais de savoir que ce petit compte en banque-là de soutien sur lequel on peut peser, ben, je pense que ça a une grande valeur, justement, quand on arrive dans un milieu avec autant d'événements qui peut être à potentiel, je ne me rappelle plus la formulation exacte, là, mais qui peut être potentiellement très stressant. Je vais le dire comme ça dans mes mots en tant que tel. Je ne sais pas si ça fait du sens, un peu ce que je vous dis. C'est un travail d'équipe, la prévention de la santé psychologique au travail, peu importe dans quel milieu. Puis nous, on l'applique au milieu policier, entre autres, au milieu de la sécurité publique, et chacun a son rôle à jouer. On met beaucoup de pression sur le gestionnaire parce qu'on veut qu'il soit plus humain, mais le policier en tant que tel a un rôle à jouer. Son attitude va avoir un impact sur la suite des choses. Les collègues, le psychologue a un rôle à jouer aussi. Donc, effectivement, l'important, je pense, c'est de retenir, c'est un travail d'équipe, la prévention de la santé psychologique au travail. C'est loin d'être qu'une affaire de la division santé ou des ressources humaines. Hein. Souvent, ils se retrouvent avec le dossier prévention aux ressources humaines de la ville ou à la division santé, alors que c'est une culture, la prévention, c'est une culture organisationnelle. Puis là, parlant de ça, ça fait un lien direct avec la dernière question que je voulais vous poser avant qu'on rentre dans les questions éclairs officiellement. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui disent que, justement, sont dans les postes de gestion,
puis que c'est pas vraiment à eux de gérer ça, que c'est pas vraiment un enjeu important, qu'on devrait pas mettre des ressources là-dedans. Qu'est-ce que vous leur direz à ça? Parce qu'il y a encore de la résistance dans le milieu par rapport à la valorisation de la santé psychologique, à la valorisation du soutien multiple, comme on vient d'en parler un peu dans les dernières minutes. Ben, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que en milieu policier, je pense qu'on est déjà ailleurs. On est dépassé cette résistance-là, mais ce qu'on constate, c'est que nos gestionnaires ont besoin d'outils. Et c'est pour cette raison-là que l'ensemble des partenaires policiers ont choisi d'investir dans cette chaire de recherche-là, parce que autant le côté patronal que le côté syndical, le ministère de la Sécurité publique également, donc on est cofinancé par un ensemble de partenaires de sécurité publique. Et justement, l'intention, c'est de concentrer les efforts de recherche pour développer des pratiques basées sur des données probantes. Donc, qu'est-ce qui fonctionne? Parce que nos gestionnaires reconnaissent le besoin et eux-mêmes sont des policiers. Pour la plupart, il y a de plus en plus de civils dans les structures de gestion des corps de police, mais quand même, donc ils reconnaissent que le travail est difficile. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, ce qu'ils souhaitent, c'est d'être outillés parce que, comme Andréane le dit, bien eux, l'opérationnel, c'est pas un problème. Monter, faire une arrestation, écrire des rapports, tout ça, ça va bien. Là. C'est le quotidien, ils font ça les yeux fermés, ou presque. Mais tout ce qui est la question du soutien, de la mise en place de la prévention en santé psychologique, mais c'est là que nous, on doit travailler pour les aider et c'est vraiment un travail d'équipe. Comme Andréane le disait, de tout le monde, du policier, de la structure de gestion, mais aussi de la recherche, parce qu'on a vraiment besoin de développer des pratiques qui donnent les meilleurs effets possibles. Je ne sais pas, Andréane, tu voulais compléter peut-être sur autre chose? C'est bon. Non, c'est bon. Vas-y, François. Puis, j'allais dire qu'est-ce que... en fait, si les gens qui ont besoin d'outils, comme où est-ce que vous les redirigeriez ou par où est-ce qu'ils devraient commencer? Les gens qui sont rendus là puis se disent OK, là, je veux des outils. Comme est-ce que vous avez des ressources, des répertoires? Est-ce que c'est une suggestion à leur faire? Oui, bon, c'est à mon tour. Alors, en fait, il faut savoir qu'à la chaire de recherche, on a quand même quelques fiches synthèse de vulgarisation. Donc, nous, on peut vulgariser ce qu'on développe en recherche, mais assurément, on a des ressources. Je ne sais pas si c'était plus dirigé vers des ressources d'aide potentielles, mais on peut les guider à partir de nos différents outils, on va les guider. Et dans leur organisation, il existe aussi différentes actions probablement, que ce soit que par le programme d'aide aux employés, que ce soit la Maison La Vigile, la ligne 24/7, que ce soit les pères aidants dans certaines organisations ou autres. Mais quant aux ressources développées à la chaire, on les vulgarise beaucoup en fiches synthèse sur notre site web. Dans nos réseaux sociaux, on donne accès aussi à tous ces fiches-là, donc peut-être nous suivre pourrait être une des possibilités. Ou Parfait, on va les rediriger si jamais on n'a pas l'information, parce qu'il y a plusieurs collègues à travers le Québec qui ont le potentiel aussi de développer ces outils-là. Tout à fait. Puis, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les liens puis on va mettre ça dans la description de l'épisode pour les gens qui veulent y accéder, si vous pouvez les partager. Je pense que ça va aider justement à propager la bonne nouvelle. Génial. Merci. Dernière question avant qu'on termine. J'aime ça tout le temps poser quelques questions avec Claire. On va se limiter à une chacune, considérant que vous avez déjà été très généreuse de votre temps aujourd'hui, parce que ça aide à apprendre un peu des gens qui viennent ça, puis on apprend un peu à vous connaître. Puis je commencerai peut-être par toi, Annie. Si tu pouvais retourner en arrière et te donner un conseil à toi-même quand tu avais 22 ans, ça serait quoi? Oh mon Dieu, c'est une très bonne question. Un conseil... peut-être j'ai envie de dire, de foncer plus vite dans les études supérieures, tu sais, parce que c'est ce qui est très, très drôle, c'est que j'étais pas nécessairement, au début, j'avais pas envisagé une carrière en recherche comme je le fais là, donc, c'est ça, de pas hésiter autant puis de foncer. Puis moi, ce que je retiens de ça, c'est que si tu as une idée puis que tu la mijotes puis ça te traîne longtemps dans l'esprit, ben, tu sais, des fois, c'est peut-être parce que tu devrais y aller puis fonce, tu sais, par rapport à ça. Fait que ça pour tous les gens qui ont des projets peut-être ambitieux dans leur tête, ben, on garde ça en tête. De ton côté, Andréane?
Un conseil? Ah, je pensais que j'allais avoir une autre question, Claire, mais c'est parfait. Parce que je voulais la question, François, Je peux te poser les deux si tu veux. Vas-y. Sur la citation. Vas-y. Je vais te poser les deux. En fait, c'était mon objectif, mais commençons par celle-là. Si tu peux mettre une citation sur un Jumbotron dans un aréna ou un stade, ce serait laquelle? Puis qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent? Bien, en fait, à la chaire, dans chacune de nos présentations, on termine notre PowerPoint par protégeons ceux qui nous protègent. Et c'est vraiment une citation qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est que bien que les métiers de la sécurité publique, parfois, ont une image pas nécessairement juste, que ce soit médiatiquement parlant ou sur le plan de la société, bien que ils méritent aussi notre respect par la nature de leur métier et surtout aussi qu'on prenne soin d'eux parce qu'ils prennent soin de nous. Mm-hmm. Et comme tu dis, qu'on prenne soin d'eux parce que un lien que je faisais tout à l'heure aussi, puis non seulement ce que tu viens de dire, mais ils mettent leur sécurité personnelle en jeu pour notre bien-être à tous. Exact. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler de temps en temps parce que ça relativise bien les affaires, tu sais, en bon français. Exactement. Donc, voilà. Tout à fait. Donc, mesdames, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci de vos perspectives intéressantes qui nous amènent au cœur de situations quand même complexes qui est la santé psychologique, la reconnaissance, la formation. Et pour moi, un des très bons points de la conversation, c'est qu'il faut être proactif. Donc, pour ces situations-là, tu sais, qu'on parlait de détresse ou à potentiel à haut risque, là, pour pas massacrer l'expression, c'est qu'il faut être proactif dans la mise en place de ces procédures, quand on parlait de 3 jours, 30 jours, aussi être proactif dans l'information qu'on va donner au niveau des différents types de soutien qui sont présents dans le poste, dans notre équipe, au niveau de notre organisation. Donc, pour moi, ça, c'est super important, puis je pense que j'inviterai tout le monde à garder ça. Pour terminer, donc, si les gens ont des questions par rapport à vos travaux, est-ce qu'on les dirige vers le centre de recherche ou comment est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre là, individuellement? Peut-être commencer par toi, Annie. Bien, en fait, si c'est des travaux qui concernent l'école de police, bien sûr, ils peuvent me contacter directement à l'école. Mais nous, à la chaire, on a une adresse courriel qui est chaire.sptsp@uqtr.ca. Donc, c'est l'adresse courriel pour nous joindre, Andréane et moi. Évidemment, c'est une coordonnatrice qui va prendre le courriel et ça nous fera un plaisir de répondre là, au meilleur de notre connaissance et de nos capacités. Parfait. On va mettre ça dans la description de l'épisode. Andréane, est-ce qu'il y avait autre chose à ajouter? Merci François, merci et bravo pour ton travail de vulgarisation parce qu'on sait que la recherche, c'est la partie vulgarisation est un peu nouvelle si on veut en recherche et elle est drôlement importante pour aller rejoindre le terrain, pour vulgariser nos résultats de recherche. Donc merci de nous offrir cette possibilité-là et bravo pour l'excellent et la qualité du travail que tu fais. Bien, merci beaucoup, puis merci à vos interventions et à votre recherche, parce que si on n'a pas de recherche, on ne peut pas faire l'application. Puis ça rejoint un peu ce que tu disais en début de conversation. Pour moi, c'est tellement important que, comme oui, la recherche, elle a son sens, ça, je l'ai découvert à travers mes études, mais elle prend tout son sens quand elle fait une différence pour les gens qui sont sur le terrain, qu'on soit policier, policière ou entraîneur. Là-dessus, tout le monde, je vous dis merci d'avoir été avec nous pour un autre épisode de Temps d'arrêt et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute de ma conversation avec notre invité aujourd'hui lors de Temps d'arrêt. Et j'ai 2 petits messages pour toi avant que tu quittes. 1, je tiens à remercier l'Université du Québec en Outaouais pour rendre tout ça possible. Deuxièmement, à tous les auditrices et les auditeurs, j'ai un petit rappel avant votre prochaine pratique ou votre prochain projet. Est-ce que vous voudriez recevoir, 1 fois par mois, une petite réflexion de ma part par courriel qui inclut les épisodes de Temps d'arrêt ainsi que quelques petits trucs et astuces pour le coaching en partant de la science du sport? Est-ce que tu aimes ça? Challenger tes idées. Bien, si oui, je t'invite à t'inscrire à l'infolettre de Temps d'arrêt avec Coach Frank, dans laquelle je vais te partager les derniers épisodes de la balado, les dernières idées que j'ai explorées dans ma recherche et les dernières actualités qui sont pertinentes en lien avec le coaching. Je résume tout ça dans un petit courriel qui va arriver dans ta boîte 1 fois par mois. Puis si tu veux recevoir ça, visite le site coachfrankphd.com dans un mot
ou un de nos médias sociaux et ça va me faire plaisir de t'envoyer ça. Le but, c'est de vous aider et de vous challenger dans vos idées. Autrement, je te dis merci d'être avec moi dans l'aventure de Temps d'arrêt et je te dis à la prochaine.